Et si la petite voix à l'intérieur de notre tête n'était pas vraiment la nôtre? C'est une idée qui donne le vertige, c'est clair. Ouais. Imaginons un instant que cette présence intime, ce narrateur interne qui commande chacune de nos actions, en ce moment même, genre « je devrais boire un café » ou « il fait chaud », soit en réalité une anomalie. Une anomalie récente en plus. Exactement. Et pire encore, et si, il y a à peine 3000 ans, absolument aucun être humain sur la planète n'était conscient? Ça remet pas mal de choses en perspective. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, pour cette plongée en profondeur, on va décortiquer une théorie monumentale et, disons-le, passablement perturbante. Ça vient d'un livre de 1976, du psychologue américain Julian Jaynes. Le titre c'est, attends je l'ai là, « La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit bicaméral ». Un titre assez lourd, ouais. Appelle un esprit bicaméral. En gros, face à une décision, ils entendaient de véritables voix hallucinatoires. Qu'il prenait pour les dieux. Voilà. C'était les injonctions des dieux, quoi. Alors, on va remettre en question notre propre perception de la réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il faut poser un cadre calme tout de suite parce que c'est une hypothèse vertigineuse. Pour entrer dans la logique de cet ouvrage, on va devoir abandonner beaucoup d'idées reçues. Et la première étape, c'est d'accepter un truc difficile. Notre propre conscience n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'on croit. C'est le grand malentendu dont il parle au début, c'est ça. C'est ça. On a tendance à vivre avec cette illusion tenace que la conscience est une sorte d'enregistreur continu. Ah oui, le fameux mythe de la caméra de sécurité Sante. On s'imagine tous avoir un petit disque dur dans le crâne qui filme la réalité en haute définition du réveil jusqu'au coucher. La réalité neurologique est très différente. La conscience n'est absolument pas une copie de l'expérience vécue. Le livre donne un exemple très banal mais frappant, le brossage de dents. Ok, je vois où on va. Si je te demande combien de dents exactes tu as vues dans le miroir ce matin en te brossant les dents, tu peux me répondre. Non, aucune idée. Exactement. De la même façon, si on se trouve dans une pièce, même familière, c'est impossible de lister de mémoire tous les objets accrochés au mur situés dans notre dos. Ouais, c'est vrai. À moins d'y avoir prêté une attention délibérée, focalisée, le cerveau n'enregistre rien consciemment. En fait, la conscience ne représente qu'une fraction infinitésimale de notre vie mentale. C'est là qu'intervient cette métaphore géniale de la lampe de poche, non? La lampe de poche dans une pièce plongée dans le noir. Ouais, vas-y, explique-la. En gros, la lampe de poche regarde autour d'elle et elle se dit « c'est incroyable, il y a de la lumière absolument partout Mais c'est une erreur de perspective totale. ». Bien sûr. Elle pense que la lumière est partout, tout le temps, simplement parce qu'elle ne perçoit que ce qu'elle éclaire. L'analogie est particulièrement juste. Et le texte va encore plus loin. Il démontre que la conscience n'est même pas nécessaire à l'apprentissage ni à l'exécution de compétences complexes. Attends, vraiment? Prends un pianiste professionnel en plein milieu d'un concerto hyper rapide. Il ne pense pas consciemment à l'annulaire de sa main gauche qui doit frapper un dièse, tu vois. Ah oui, sinon il s'en mêle les pinceaux. Exactement. S'il laisse sa conscience s'immiscer dans cette mécanique, la fluidité s'effondre direct. Il bute sur les notes. Dans ce cas-là, la conscience devient littéralement un obstacle à l'action. Bon, là il faut qu'on décortique tout ça. Si la conscience ne sert ni à enregistrer le monde, ni à apprendre, ni à exécuter des mouvements fluides, est-ce qu'elle sert au moins à penser, hein? Parce que si on enlève tout ça, on a juste l'impression d'être des automates biologiques, quoi. C'est la réaction naturelle face à cette théorie. C'est troublant. Mais Jane soutient que la conscience n'est pas non plus le moteur de la pensée ou du jugement. Même pas du jugement. Non. Les sources s'appuient sur une expérience fondatrice de 1901 menée par le psychologue Karl Marb. D'accord. L'expérience est toute simple. On demande à un sujet de soulever 2 poids, l'un après l'autre, et de dire lequel est le plus lourd. Et alors? Eh bien, le moment de bascule, le jugement en lui-même, se fait dans une absence totale de conscience. Wow. Le système nerveux capte la tension musculaire, il calcule la différence et il livre le résultat prémâché à l'esprit. L'acte de décider se fait dans l'ombre, en fait. Donc on a juste l'impression d'avoir décidé consciemment. C'est ça. Pareil pour la logique basique. Si on voit un morceau de bois flotter sur une rivière, on généralise immédiatement qu'un autre morceau de bois flottera aussi. Ouais. Cette déduction, elle se produit sans qu'aucune voix consciente n'ait besoin de formuler un syllogisme. Le système nerveux agit bien plus vite que la conscience. Ok, donc si le cerveau fait les calculs, prend les décisions et gère le corps sans avoir besoin de nous, d'où vient cette conscience? Comment elle a émergé si c'est pas juste une évolution biologique de base? C'est là qu'on bascule sur l'aspect culturel. Selon la théorie de l'auteur, elle provient d'une invention humaine très spécifique, le langage. Le langage. Et plus précisément la mécanique de la métaphore. Ah, d'accord.
Jaynes décrit la conscience comme un analogue du monde physique, un espace virtuel généré entièrement par des métaphores lexicales. Attends, c'est-à-dire? Regarde comment on parle. On utilise en permanence un vocabulaire lié à l'espace physique pour décrire le mental. On dit qu'on a l'esprit ouvert ou étroit. Ah oui, c'est vrai. On dit qu'on approche d'un problème, qu'on saisit une idée ou qu'on penche pour une solution. Tous ces termes y créent l'illusion d'un espace mental où les idées ont un poids, une localisation. Ouais, les sources utilisent d'ailleurs un jargon assez dense pour expliquer cette mécanique. Et ils parlent de métafronde, de métaïphère et de parafronde. J'avoue que sur le papier, c'est assez opaque. Comment ça marche concrètement? Décomposons ça. C'est pas si compliqué. Imaginons qu'on veuille décrire la complexité de l'esprit, qui est un truc abstrait et difficile à cerner. Ça, c'est ce que l'auteur appelle le métafronde. Ok, la chose à décrire. Voilà. Pour le rendre compréhensible, on va le comparer à quelque chose de physique et bien connu. Par exemple, un océan. L'océan, c'est le métaphéière. D'accord. En associant les deux, on dit « l'esprit est un océan » et cette association produit des effets secondaires, des parafrondes. Des effets secondaires, genre des nouvelles images? Exactement. Si l'esprit est un océan, alors il a des courants cachés, il a des tempêtes, une profondeur insondable, une surface agitée. On vient de créer, grâce aux mots, tout un paysage mental. Je vois. Et en construisant cet espace virtuel mot par mot, on donne à la conscience des propriétés spécifiques. C'est ça, l'auteur parle de spatialisation. On prend du temps ou des idées abstraites et on les aligne côte à côte dans cet espace mental pour les observer. Ouais, il y a aussi l'exerption, si je me souviens bien des sources. Oui, l'exception. C'est cette capacité à ne voir qu'un bout flou d'un concept. Genre, si je pense à un cirque, je visualise pas l'intégralité des gradins avec chaque spectateur et tous les artistes. Je vais juste voir mentalement le nez rouge d'un clown ou un trapèze. C'est un excellent exemple. Et par-dessus tout ça, il y a la narratisation. C'est-à-dire, Le fait de se percevoir soi-même comme le héros de sa propre histoire, qui se déplace sur une ligne du temps. Passé, présent, futur. du coup, c'est un peu l'analogie de la carte et du territoire. La carte n'est pas la Terre. Exactement. Une ligne rouge sur un bout de papier, c'est pas une route goudronnée. C'est une métaphore utile pour naviguer. Voilà. Notre conscience, c'est cette carte virtuelle. Et ça nous amène à une conséquence radicale. Si la conscience est construite par le langage, alors elle est apparue après le langage dans l'évolution humaine. C'est la conclusion la plus folle de ce raisonnement. Si c'est juste une interface logicielle codée avec des métaphores, c'est pas un truc inné chez l'Homo sapiens. Mais si c'est une mise à jour récente, on devrait pouvoir remonter dans l'histoire et trouver la date d'installation, non? Eh bien, c'est tout le pari de cette recherche. Pour prouver cette théorie, il fallait remonter aux premiers écrits humains traduisibles de manière fiable. L'Iliade d'Homère, donc. Exactement. Les événements de l'Iliade datent d'environ 1230 avant notre ère, et le texte a été mis par écrit vers 900 ou 850 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, l'analyse montre une absence totale de conscience subjective chez les personnages. Rien du tout. Rien. Les mots grecs anciens qu'ils utilisent n'ont pas du tout les sens psychologiques qu'on leur prête aujourd'hui. Ouais, c'est un point fascinant. Parce que quand on lit des traductions modernes, on a l'impression que c'est guerrier philosophe à fond. Mais dans le texte d'origine, le mot psyche, ça veut absolument pas dire l'âme ou l'esprit. Pas du tout. Ça désigne le sang ou le souffle qui s'échappe d'un guerrier en train de mourir. C'est viscéral. Et le mot thumos, c'est pareil, hein? On le traduit souvent par émotion. Oui, mais à l'époque, ça désignait l'agitation physique, le mouvement, le tremblement. Et noos, c'était pas l'intellect, c'était juste la perception visuelle. Ouvrir les yeux, quoi. C'est fou. Les héros de l'Iliade n'ont donc pas d'ego, de volonté propre. Quand Agamemnon vole la compagne d'Achille, le truc qui déclenche toute la guerre, il se justifie d'une façon lunaire. Il dit pas « j'ai cédé à mon désir » ou « j'ai fait un choix politique ». Non, il dit que c'est l'œuvre de Zeus. Voilà, il dit que Zeus a mis la folie en lui. Il n'est pas la cause de ses actes. Et Achille, au lieu de lui dire « arrête tes excuses bidons », il l'accepte. Parce que pour eux, c'était la réalité. Ils vivaient sous l'emprise de cet esprit bicaméral. L'homme antique fonctionnait sur l'habitude. Mais face au stress, à la nouveauté, là où nous on réfléchirait consciemment, lui, son cerveau générait une hallucination. Une voix qui lui disait quoi faire. Oui, ou une vision. Comme quand Athéna apparaît et tire Achille par les cheveux pour l'empêcher de tuer Agamemnon. Les dieux étaient en fait les centres de décision de leur propre système nerveux. Bon, là, ça devient vraiment intéressant, mais il faut faire l'avocat du diable. On parle de poésie épique, là. Les bardes aveugles de l'Antiquité, ils aimaient bien les métaphores. Est-ce qu'on pourrait pas juste dire que les dieux sont de simples astuces littéraires pour rendre l'histoire cool? C'est l'argument classique.
Mais l'auteur réfute ça avec une preuve archéologique majeure, les tablettes en linéaire B, trouvées à Mycène. C'est quoi ces tablettes? Ce sont des documents administratifs, pas de la poésie du tout. C'est crypté, c'est terre-à-terre, ça liste des moutons, du blé. D'accord. Et ces tablettes révèlent une société théocratique extrêmement rigide. Le chef, qu'on appelait le Wanax, gérait des empires énormes, mais il n'était pas un souverain absolu au sens moderne. Il était quoi alors? Il était presque le serviteur du dieu dont il entendait la voix. Il attendait les hallucinations pour prendre les décisions logistiques. L'organisation hyper hiérarchisée de ces sociétés n'était possible que parce que la structure mentale des gens était programmée pour entendre et obéir, pas pour se rebeller ou se questionner. C'est comme la conduite sur l'autoroute en fait. Nos mains et nos pieds gèrent le volant et les pédales sans qu'on y pense. Sauf que pour l'homme bicaméral, s'il y avait un obstacle inédit, genre un pneu crevé, au lieu de réfléchir, il entendait une voix hallucinatoire forgée par l'expérience qui lui disait quoi faire. C'est une super image, oui. Mais neurologiquement parlant, si les Grecs fonctionnaient avec des hallucinations auditives, comment ça se passait dans leur cerveau? C'est là qu'on aborde l'anatomie. Notre cerveau possède les aires du langage, comme l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, concentrées uniquement dans l'hémisphère gauche. Chez presque tout le monde, oui. Voilà. Et d'un point de vue évolutif, cette asymétrie est bizarre. Pourquoi tout mettre d'un seul côté? La théorie dit que l'hémisphère droit faisait autre chose. Exactement, l'aire correspondante à Wernicke, mais dans l'hémisphère droit, le côté non dominant fonctionnait comme un centre de synthèse. Il compilait les avertissements et l'expérience. Et il envoyait ça de l'autre côté, hein? Oui, via un pont de fibres nerveuses appelé la commissure antérieure. Quand le stress montait, l'hémisphère droit transmettait l'information à l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère gauche, qui gère le langage, entendait physiquement ça sous forme de voix, la voix des dieux. C'est dingue. Et il y a des preuves modernes de ça? Absolument. Les études sur les patients dits au cerveau divisé, ceux qui ont subi une section chirurgicale du corps calleux pour stopper l'épilepsie, montrent des résultats incroyables. C'est ceux où chaque moitié du crâne semble vivre sa propre vie? Exactement. L'hémisphère droit comprend le langage, réagit émotionnellement et résout des problèmes spatiaux sans que l'hémisphère gauche ne sache pourquoi. T'as un exemple? Oui, on projette une image choquante uniquement à l'œil gauche du patient, donc ça va dans l'hémisphère droit. Le patient commence à rougir, il est mal à l'aise, mais si on lui demande pourquoi il est gêné, l'hémisphère gauche, celui qui a la parole, improvise une excuse bidon parce qu'il n'en a aucune idée. Waouh! Et il y a aussi les expériences de Wilder-Penfield. Il stimulait l'aire temporale droite de patients éveillés. Avec des électrodes? Oui, et ça déclenchait instantanément des hallucinations de voix, souvent autoritaires, ressenties comme complètement réelles et venant de l'extérieur. C'est exactement ce qu'on disait pour l'homme antique. D'ailleurs, l'auteur fait le lien avec la schizophrénie, non? Il dit que c'est un vestige de cette époque. Tout à fait. Les schizophrènes ont des hallucinations auditives très structurées, souvent des injonctions. Et le détail hallucinant... Ah oui, les sourds. Oui, même les schizophrènes sourds de naissance ont ces hallucinations. Ils voient des entités utiliser le langage des signes pour leur donner des ordres. Le cerveau est programmé pour générer cette autorité. Ok, on comprend le mécanisme. Mais la grande question, c'est pourquoi l'évolution a favorisé ça? Quel était le but d'avoir un cerveau bicaméral? La réponse se trouve dans un bouleversement social majeur. Le passage des chasseurs-cueilleurs aux grandes cités agricoles. La naissance de la civilisation, en gros. Voilà. Si on regarde l'évolution du langage, on a d'abord des appels d'alerte, puis des modificateurs, des commandes, plus tard les noms, et vers 10 000 à 8 000 avant notre ère, l'invention ultime, les prénoms. Et ça coïncide avec l'agriculture. Oui. Le problème des primates, c'est que la taille d'un groupe est limitée à environ 30 ou 40 individus. À cause de la hiérarchie visuelle, c'est ça? Le mâle dominant doit avoir tout le monde à l'œil. Exactement. Mais avec l'agriculture, tu dois nourrir et gérer des centaines de personnes. Il fallait un nouveau mode de contrôle social pour maintenir l'ordre et forcer les gens à travailler au champ, ce qui est très ingrat. Surtout pour un chasseur-cueilleur. Alors, comment on fait travailler 200 personnes sous le soleil si le chef n'est pas là pour crier? Eh bien, on a retrouvé des preuves archéologiques fascinantes. Le site natufien d'Ainan, vers 9000 avant notre ère. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une ville de 200 personnes. Et au centre, la tombe monumentale du roi. Mais le roi mort était appuyé sur un oreiller de pierre, orienté vers le mont Hermon. Un parapet rouge, un foyer sur le toit,
Tout indique que ce cadavre mis en scène servait de déclencheur. Un déclencheur d'hallucination. Exactement. La voix du roi décédé continuait de résonner dans la tête de son peuple. Ça fournissait la volonté de bosser dur sans être conscient. D'ailleurs, les sources rappellent un détail étymologique génial sur le son. Le son est irrésistible. On peut fermer les yeux mais pas les oreilles. Et le mot obéir vient du latin audir. Entendre. L'entendre, c'est obéir. C'est ça. L'hallucination a été l'outil technologique ultime pour contrôler la société à distance bien avant l'invention de la roue. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? On a fait un sacré voyage aujourd'hui. On réalise que notre petite voix intérieure, c'est pas un truc inné de la biologie, c'est une invention culturelle tissée de métaphores. Né de l'effondrement de cet ancien système. Voilà, nos ancêtres survivaient en obéissant aux voix hallucinées de leur chef mort, et quand ce système n'a plus tenu, la conscience est apparue. Ça remet tout en question sur la nature humaine. Carrément. Et ça m'amène à une pensée finale, un truc vraiment provocateur, évoqué subtilement dans le texte concernant le futur. Ah oui, Si la conscience n'est créée que par les métaphores lexicales, qu'est-ce qui se passe si notre langage évolue encore ? Imaginons que dans quelques millénaires, notre lexique devienne tellement parfait qu'il puisse exprimer littéralement chaque nuance de la réalité, sans jamais faire d'analogie. si on n'a plus besoin de métaphores. Exactement, la métaphore mourra. Et si la métaphore meurt, est-ce que notre forme actuelle de conscience disparaîtra avec elle ? Ça laisserait place à une architecture mentale qu'on est totalement incapable de concevoir aujourd'hui. Quand on y réfléchit, ça invite vraiment ceux qui écoutent à méditer sur le pouvoir des mots qu'on utilise tous les jours.